Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview. Je reçois Céline Frémaux aujourd'hui. Bonjour Céline Frémaux. Vous êtes ministre régionale de l'environnement, de l'aide à l'enfant et de l'aide aux personnes, pardon, pour être précis, et de plein d'autres choses. Mais je voulais tout d'abord parler avec vous de ce qui s'est passé hier déjà, avec cette centaine d'adultes et d'enfants qui se sont retrouvés à la rue parce qu'on fermait le plan hiver à Bruxelles. Alors vous leur avez trouvé un toit grâce au SAMU pendant une nuit et ça va durer pendant une semaine. Mais qu'est-ce qu'on fera dans une semaine quand ces gens n'auront plus de toit ? Alors d'abord, effectivement, on a décidé de pouvoir prolonger ce dispositif pour les familles qui se sont retrouvées hier à la rue. Il faut savoir qu'on travaille maintenant depuis plusieurs mois avec mon collègue Pascal Smet sur toute une série de solutions, de sorties de rue avec une ordonnance qui va être déposée, avec toute une série de mesures qui ont été prises notamment par rapport aux familles en errance. Ici, les cas sont très particuliers. Vous avez toute une série de familles qui sont hors Union européenne, vous avez des familles de l'Union européenne mais qui sont roms ou slovaques. Et donc, on a une difficulté essentielle, c'est d'arriver aussi à voir ce que le fédéral peut faire dans la mesure où il y a toute une série de personnes qui n'ouvrent pas de droits sociaux. Et donc, nous, on peut intervenir dans des situations d'urgence, mais nous avons déjà saisi le comité de concertation, en l'occurrence le secrétaire d'État Theo Franken, pour qu'il nous dise aujourd'hui de quels droits sociaux ils peuvent relever ou pas. Et vous n'avez pas de réponse pour l'instant? Et donc, on n'a en tout cas pas de réponse à ce stade. Mais vous croyez que dans une semaine, il y aura une réponse? Alors je pense en tout cas que nous avons pris les mesures les plus urgentes et c'est une situation évidemment qu'on suivra avec la plus grande attention. Alors une des solutions, c'est de mettre des familles, comme vous l'avez fait à Woluwe au SAMU social, et vous avez l'idée aussi de créer une maison à Schaerbeek, c'est ça? Effectivement, donc j'ai pris la décision d'acheter un bâtiment à Schaerbeek fin 2014, qui aujourd'hui fait l'objet de tout un travail de rénovation pour pouvoir accueillir les familles en errance à Bruxelles. Très bien, ça c'est pour 2017? J'espère 2017. Alors, hier, c'était une grande journée parce que c'était votre première rencontre avec François Belot, le remplaçant de Jacqueline Galland. Et vous avez pu parler de survol de Bruxelles. Vous avez déjà eu des réunions comme celle-là avec Jacqueline Galland? Très peu. En tout cas, j'ai apprécié le ton et la volonté de dialogue de François Belot par rapport à la prise en compte de la réalité bruxelloise. C'était pas le cas avant? C'était plus compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toute une série de messages devaient être passés. D'abord par rapport à l'accord de gouvernement bruxellois sur la question du survol de Bruxelles, la nécessité de redéfinir un plan de survol qui évite les zones les plus densément peuplées, les critères de sécurité, l'allongement de la nuit, dont les Bruxellois souffrent énormément sur la tranche 6-7 heures du matin, la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante. J'ai pu lui expliquer aussi tout ce que la région bruxelloise a fait et ce que j'ai initié, c'est-à-dire étendre le réseau de sonomètres pour avoir les meilleures perceptions, délivrer des contraintes par rapport aux compagnies aériennes qui ne payent pas un certain les amendes qui leur sont imposées, toute une série aussi de mesures par rapport à l'arrêté bruit avec ma volonté de supprimer la zone de tolérance par rapport aux compagnies aériennes et ceci est en route. Et donc, lui expliquer aussi que c'est une session extrêmement compliquée pour Bruxelles qui atteint la qualité de vie de nombreux Bruxellois. Bruxelles supporte 55% des nuisances, alors que j'ai pu, il y a de ça plus d'un an, démontrer par une étude, en tout cas réalisée par un bureau d'études indépendant, qu'il y a toute une série de villes qui sont dans la même situation que Bruxelles par rapport à Zaventem et qui arrivent à avoir des plans de survol qui évitent les zones les plus densément peuplées, qui ne parviennent pas des plans de vol qui vont un certain moment balayer l'ensemble des 19 communes. Mais a-t-il été sensible à ces doléances? Écoutez, d'abord, c'était plus une manière aussi de pouvoir poser nos revendications, de lui expliquer tous les enjeux, de dire à un certain moment qu'il y a toute une série de communes qui n'en peuvent plus et qui veulent à un certain moment voir la qualité de vie, comme la région bruxelloise, de leurs habitants préservée. On a l'impression qu'il y a un blocage incommensurable avec les demandes des Flamands, les demandes des Bruxellois, les demandes aussi en fonction des partis. Comment arriver à concilier tout cela? Mais je pense que ce qui était nécessaire, c'était aussi de pouvoir entendre d'abord la région bruxelloise. C'est un signal qui était important. Je pense que le ministre Belot est en train de prendre le temps de dialoguer avec les uns et les autres. Nous avions réclamé à la suite du comité de concertation faisant face à une procédure en conflit d'intérêts par rapport à la route canal, de voir un groupe interfédéral être réuni. J'ai eu une réponse positive du Premier ministre la semaine dernière et donc j'attends la première réunion avec impatience. Donc c'est une première étape positive, cela? Je pense que c'est en tout cas une étape
qui était fondamentale, c'est celle du dialogue et de l'écoute profonde de toute une série de revendications bruxelloises qui ne sont pas neuves, mais nous avons besoin de signaux très concrets pour préserver la qualité de vie des Bruxellois venant du fédéral. Oui, mais alors le délai est court aussi. On sait bien qu'en juin, il y a le délai européen qui fait que ça va être difficile de changer les routes à ce moment-là. Alors, il y a effectivement un règlement qui rentre en vigueur le 13 juin 2016. L'État fédéral sait qu'il a 50 jours, alors qu'il y en a 500 qui ont été perdus par Mme Gallon. Et donc, en 50 jours, il va arriver à quelque chose? Écoutez, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je lui ai donné toute une série d'éléments qui me semblaient fondamentaux par rapport à... Mais il ne vous a rien promis? Je ne vais pas révéler l'ensemble des discussions que j'ai eues avec M. François. Bon, ben donc, on attendra les paroles de François Belot là-dessus. Alors, hier, vous avez présenté avec vos collègues de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le plan autisme. Un plan assez important, parce que ça fait quand même 12 ans qu'on reconnaît l'autisme comme un handicap, mais il faut attendre 12 ans pour faire un plan vraiment pour vraiment mettre tout cela au point. Pourquoi tant de temps Alors écoutez, ce qui nous semblait essentiel, c'est ayant la compétence du handicap, de la santé en région Wallonne, du handicap à Bruxelles, l'enseignement, la compétence de la petite enfance, c'était de rassembler en fait l'ensemble des ministres qui sont CDH autour de cet handicap qui effectivement a été reconnu en 2004, très tardivement, et de pouvoir unir les forces avec toute une série d'axes communs en matière de cadastre, de nécessité de rassembler les informations, de travailler sur la prévention, sur la sensibilisation, d'avoir toute une série en fait de vues communes entre les niveaux de pouvoir wallon, Fédération Wallonie-Bruxelles et Bruxelles. Et puis chacun a mis sans aussi le fédéral. Sans le fédéral, effectivement. Et nous avons pris nos responsabilités parce qu'il nous semblait urgent d'agir. On entend régulièrement la souffrance de parents qui sont confrontés à l'autisme. Alors, que pouvez-vous faire sans le fédéral? Donc, qu'est-ce que vous avez déjà décidé? Écoutez, par exemple, par rapport à Bruxelles, le gouvernement a adopté jeudi dernier un programme d'investissement pour 2016-2020 qui va permettre de créer 150 places complémentaires par rapport au handicap, par rapport à la grande dépendance, aussi par rapport à la question de l'autisme. C'est plus de 25 millions d'euros, des infrastructures, des frais de fonctionnement. La Belgique était condamnée en 2013 par rapport à cette question-là. Donc il faut donner certainement toute une série de signaux qui sont forts. C'est travailler aussi sur toute la question des centres de référence par rapport au milieu scolarisé. C'est permettre, et c'est essentiel, la transition de nos jeunes à un certain moment qui ne sont plus des enfants, qui sont des adolescents et qui vont rentrer dans la vie adulte par rapport aux enjeux professionnels. C'est leur permettre, par exemple, et c'est un projet pilote qui va être initié à Bruxelles en collaboration avec CAP 48, de permettre ce stage de transition entre l'école spécialisée et les entreprises de travail adapté. Oui, parce que souvent, les parents se sentaient un peu démunis. Une fois que c'était terminé à l'école, il n'y avait plus grand-chose après. C'est vraiment ce que Là, nous avons voulu impulser, c'était de se dire, en fait, il faut une vue globale avec un projet qui est individualisé de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et pour ça, il était nécessaire de pouvoir concerter les uns et les autres. Alors, évidemment, de répondre à la question de l'urgence, évidemment, de travailler sur l'ouverture de nouvelles places, avoir des écoles qui ouvrent demain, qui vont permettre l'accueil d'enfants autistes avec des processus d'intégration, mais c'est aussi le répit qui est fondamental pour les parents, pour les familles qui sont confrontées à la question de l'autisme. Il y a un très beau projet à Berchem-Saint-Agap qui est intermède, qui permet ce répit. Et donc, le projet a été porté à 600 000 € pour 2016. Alors, vous connaissez bien ce domaine du handicap. Est-ce que vous avez l'impression que là, vous avez terminé votre travail, vous avez résolu tous les problèmes? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Non, il reste énormément de choses à faire. Je pense que d'abord, c'est vraiment, vous l'avez dit, c'est un secteur qui me touche profondément à un titre personnel. Je pense qu'il y a encore et toujours de l'écoute à avoir, mais de l'action, c'est l'ouverture des places, c'est le répit. C'est aussi toute une série d'initiatives par rapport à la pratique sportive, à la question culturelle. C'est de l'inclusion encore et toujours qui est fondamentale. C'est changer aussi le regard des uns et des autres sur la question du handicap. Alors, une école va être créée aussi à Ixelles, une école pour l'autisme. Donc là, on en revient spécifiquement à l'autisme. Il y aura 60 places. Tout à fait. Et ça, c'est une première. C'est effectivement toute une série d'initiatives qui sont prises par rapport à la question de l'enseignement. C'est une classe aussi dans la commune d'Uccle qui va participer à ce projet. C'est effectivement ce projet individualisé par rapport à chaque enfant
chaque jeune, chaque adulte. Et toujours en termes d'handicap, on parle, et d'autisme, on parle aussi de systèmes qui vont être subsidiés par les différents niveaux de pouvoir pour déjà déceler au plus vite l'autisme. En fait, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir un diagnostic qui est précoce. Alors, il y a le soutien de la plateforme Annonce Handicap, qui est dirigée par Luc Bolland, et donc qui va être renforcée. Je pense qu'il est très important de dépister précocement, d'avoir un travail qui puisse être opéré avec l'ONE, avec toute une série d'autres acteurs de la santé, les médecins généralistes, et d'accompagner aussi les parents par rapport à ce dépistage, de bien, à un certain moment, permettre d'avoir ces espaces de dialogue. Et Info Autisme, à Bruxelles notamment, opère un travail remarquable sur la question. Donc c'est une manière un peu de mettre en avant tous ces gens qui travaillent sur l'autisme, en faisant ce plan autisme aussi. Mais je pense que c'est une manière de reconnaître aussi le travail qui est fait. Ce n'est pas un plan qui est tombé du ciel, si vous me permettez. Il y a beaucoup de groupes de travail, il y a beaucoup de rencontres et d'associations de parents. Je pense que c'est important de reconnaître aussi un certain moment la souffrance, de montrer comment est-ce qu'on peut accompagner. Alors, il y a beaucoup de choses encore évidemment à réaliser, et notre souhait est de pouvoir avancer le plus vite possible sur cette question-là et sur d'autres questions, bien évidemment. Alors maintenant, je m'adresse à la ministre CDH bruxelloise, membre du gouvernement régional bruxellois. Ce piétonnier. On a l'impression maintenant tout d'un coup qu'il faut revenir en arrière. La majorité au niveau de la ville de Bruxelles est en train de se déchirer. Il y a une pression très très forte contre le piétonnier. Est-ce que vous défendez le piétonnier? Écoutez, dès septembre 2015, le CDH a dit il est bon d'avoir un piétonnier, mais encore faut-il qu'il soit le mieux opérationnalisé possible. Je pense que le piétonnier aujourd'hui, sur le plan du fond de la question, doit être poursuivi en termes de qualité de vie et d'aménagement. Mais il ne peut pas l'être de cette manière-là. Je pense qu'on a manqué un certain moment de concertation. Le CDH a réclamé une consultation populaire, a demandé qu'on puisse mettre le projet dans une forme de moratoire, en attendant de prendre visiblement le temps de dialogue qui a manqué au niveau de ce projet. Mais est-ce que le dialogue n'a pas manqué aussi entre la région et la ville? Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'effectivement la région et la ville puissent se parler. C'est un projet qui était mené sur le plan communal. Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. Vous l'avez dit, la majorité se déchire. On ne sait plus très bien d'ailleurs ce que veut le MR sur la question. Il n'est pas pour nous envisageable de venir avec des amendements à ce projet. Il faut une réelle concertation par rapport à ce projet. Oui, mais je reviens sur les relations entre région et ville, parce qu'au début, quand on parlait de ces enfants laissés sur la rue, on disait qu'il y a un problème avec le fédéral. Sur l'autisme, il y a un problème avec le fédéral. Ici, le fédéral, on ne découvre pas qu'on a un monde institutionnel compliqué en Belgique aujourd'hui. Quand on décide de faire un piétonnier au centre de la ville, est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de discussion avec la région? La région ne s'est pas impliquée dans Mais je pense qu'il eût été utile, instantanément, que la ville vienne en partie concerter son projet avec la région et de voir tout l'impact, notamment en matière de mobilité, qui pouvait découler de ce projet-là. La région vient fort aujourd'hui en soutien par rapport à toute la question, notamment du commerce, de l'ORECA, suite au lockdown, suite aux attentats. Je pense que le temps, en tout cas, est à l'urgence du dialogue par rapport à tous ces projets-là. Merci Céline Frémaux, à demain pour une autre interview.